Bonjour Franck, merci en tout cas de nous rejoindre sur ce nouvel épisode du podcast d'Artwork VFX. On est ravis de t'accueillir. Donc pour préciser un petit peu, tu travailles comme creative director chez Blur Studio. Donc Blur Studio, on te laissera nous présenter un petit peu plus en détail qui vous êtes, mais vous avez notamment travaillé sur Love, Death and Robots, une série qui a eu beaucoup de succès sur Netflix. Donc écoute, aujourd'hui si tu veux bien, on aimerait pouvoir discuter avec toi un petit peu de ce qu'est Creative Director et donc qu'est-ce que c'est que ton quotidien chez Blur Studio. Ouais, carrément. Du coup, je vais peut-être te faire un récapitulatif de ce qu'est la boîte avant de parler de moi. Ouais. Parce que c'est pas la partie la plus intéressante. Mais oui, donc du coup, la boîte fête ou a fêté, parce que je sais pas exactement quel jour c'était. Ça a fêté, ouais. Donc ça fait 30 ans. La boîte existe depuis 30 ans. Elle a été fondée par Tim Miller en mars 1995, en tout cas d'après Google. Ok. Et je savais que c'était high up there. Donc voilà, la société donc existe, basée à Los Angeles en Californie. Et la société a commencé en faisant tu sais, les petits jobs et a été connue dans le milieu pour faire des cinématiques de jeux vidéo, similairement à l'époque à Blizzard, et puis bien évidemment au jour d'aujourd'hui avec les Unity, Digic, Platige que tout le monde connaît, qui sont donc à la fois nos concurrents, mais à la fois aussi les gens avec qui on travaille, notamment sur les deux séries qu'on a créées, qui sont donc Love, Death and Robots et Secret Level. Yes. Petite parenthèse, Franck, est-ce que c'est possible de te rapprocher peut-être du micro? Je sais pas si c'est uniquement moi. Hugo, toi t'entends ou pas? T'entends bien? Moi c'est clean. Ah d'accord, bon, ça vient de moi alors. Et après de toute façon, non c'est clean. Je vieillis. Mais je sais que le son est un peu bas sur Riverside. On a remarqué ça la dernière fois. Oui. Ah d'accord, alors dans ce cas, ok. Mais vous inquiétez pas, ça sera transparent derrière. Bon, mais nickel. Je te coupe plus. Vous m'entendrez chuchoter. Voilà, c'est ça. Je sais pas ce qu'il a dit. Tu crois que c'était important? Non, c'était pas important. C'est pas important. C'est pour ça que c'est feutré. Voilà, exactement. Ok, top. Donc voilà, vraiment le résumé super rapide de ce qu'est Blur Studio. Et donc du coup aujourd'hui, on essaie véritablement de rentrer dans l'environnement de la création de contenu, développer nos propres IP, IP qui du coup, je sais même pas ce que ça veut dire en anglais, mais en gros c'est nos propres, on appelle ça, nos propres séries et nos propres univers. Et donc c'est là qu'est venu, donc créé par Tim, le patron de la boîte, Love, Death and Robots il y a déjà, je crois que ça doit faire 5 ans, et puis Secret Level l'année dernière. Donc voilà. Mon rôle à la boîte, j'ai commencé à la boîte il y a, on est quoi, 2025 18 ans. Donc il y a 18 ans, j'ai commencé à Blur en faisant du layout, donc c'est tout ce qui est prévise, ce genre de choses-là. Après j'ai fait de la réal après quelques années. Je me suis occupé du département et j'ai supervisé le département layout pendant plusieurs années. Et depuis, je crois, 5 ou 6 ans, je suis donc du coup devenu le directeur créatif de la boîte. Le directeur créatif de la boîte, ce que ça veut dire, en tout cas au sein même de Blur, parce que je pense que ça doit être très différent suivant les sociétés dans lesquelles tu vas. Il y a certaines sociétés qui en ont plusieurs, ou ça peut être par rapport à un projet. Là, c'est un poste unique au sein de la boîte qui est principalement ici pour être sûr qu'il y a une uniformité dans l'équipe, une qualité qui respecte un petit peu notre... Ça fait très corporate, mais notre cahier des charges... voilà, c'est pas quelque chose qui est écrit sur une plaque de marbre, mais on sait de notre historique le genre de choses, le genre de qualité qu'on a envie d'atteindre, et puis c'est aussi être là pour essayer toujours un petit peu de nous pousser, quoi, d'essayer de faire mieux, pas de temps en temps, mais à chaque fois, parce que bien évidemment, la concurrence est grande, les gens contre qui on essaie d'avoir les projets, sont extrêmement bons. Je veux dire, on parle d'Unity, de Platige, c'est des boîtes qui font des trucs de qualité vraiment exceptionnelle. Voilà, donc ça c'est une des parties du job du point de vue de la boîte. Une autre partie du job, c'est travailler avec les producteurs exécutifs pour aller chercher du travail. Donc c'est-à-dire c'est rencontrer des clients, aller à la GDC ou bien à Gamescom ou au Comic Con ou ce genre de choses-là pour rencontrer des personnes dans le monde du jeu vidéo ou bien dans le monde du film
pour essayer de ramener du travail en fait en constant, parce que bon, oui, tu peux avoir le téléphone qui sonne pour certaines choses, mais au jour d'aujourd'hui, c'est plus comme c'était il y a 15 ans où tu pouvais juste rouler sur le nom de la boîte. Au jour d'aujourd'hui, comme tu dis, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de boîtes qui se sont créées. Voilà, donc du coup c'est toujours important de garder un relationnel avec les clients qu'on a en ce moment, mais aussi aller démarcher pour trouver des nouveaux clients. Et la troisième partie du boulot, cette partie-là elle est peut-être un petit peu plus, on va dire, classique, mais je réalise aussi des courts-métrages / cinématiques de part et d'autre. Donc voilà, donc après ça c'est la partie, on va dire, la plus classique. Moi je m'occupe de faire la réalisation avec une, 2 ou 3 de nos équipes suivant le nombre de projets qu'on fait. La partie un peu plus créa finalement, si on qui est la partie, la première partie est créative aussi, c'est juste que c'est pas sur tes propres projets, et je trouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment en fait que j'aime beaucoup justement parce que tu t'es pas impliqué dans le projet au jour le jour, et ça te permet de venir à des moments clés et de voir les choses qui passent, tu vois, d'un état, admettons c'est le layout, c'est en gris, et d'un seul coup, paf, on te montre, ça y est, c'est déjà l'anime, et t'as rien vu entre les deux, donc t'as pas du tout, il n'y a pas d'affect par rapport au projet. Ouais, puis tu as un recul finalement. J'ose espérer que j'ai un peu plus de recul. Mais donc du coup, c'est ça qu'on essaie de faire. Et à l'inverse, en fait, pour être très honnête, j'essaye aussi de faire la même chose avec alors pour l'instant, on n'a qu'un seul autre réalisateur dans la société au jour d'aujourd'hui. On va probablement passer à 3 au total. Mais donc du coup, quand on travaille ensemble, on essaye toujours... moi, de montrer les choses que mon autre réal n'a pas vues, comme ça au moins c'est pareil, on peut se donner du feedback l'un l'autre, parce que voilà, j'ai pas la science infuse, donc j'apprends tous les jours, en tout cas j'espère. Donc il y a vraiment une logique en fait, si je résume et tu me diras si je tombe à côté, mais d'une certaine manière en fait, voilà, tu assures l'identité visuelle, la signature, finalement un peu c'est toi qui dois assurer la cohérence de la brand. C'est ça, c'est plus la cohérence de votre style. C'est plus la cohérence de la qualité. J'ai envie de dire d'un point de vue du style, du style visuel, j'essaie à chaque fois d'encourager les équipes à pas forcément adhérer à un style, si tu veux, que ce soit... Quand j'entends style, c'est réaliste, mi-photoréaliste, un rendu stylisé complètement. Et ça, justement, c'est le genre de choses que j'encourage. Essayer justement d'aller faire des choses qu'on n'est pas encore fait. Moi, personnellement, à titre personnel, sur mes projets, j'essaie toujours de faire quelque chose qu'on n'a pas fait avant. Même si c'est quelque chose qu'on n'a même jamais fait et c'est pas du tout le style graphique qu'on a fait. Parce que je trouve qu'il y a toujours des choses à apprendre dans les extrêmes pour après pouvoir le ramener même au style, on va dire, classique de Blur, qui est ce rendu un peu semi-photoréaliste. Et aussi parce que voilà, c'est important de garder plusieurs cordes à son arc et de ne pas faire qu'une seule chose. Ouais, petite question, du coup, quelle est la différence avec CGSup, qui est un poste qui me semble un peu similaire, mais je ne dois pas voir toutes les... Alors, c'est assez différent. Ton CGSup, alors, c'est pareil. On pourrait avoir des débats de 2 heures avec la production et puis les personnes au-dessus de moi, mais le rôle de CGSup, j'allais dire à Supinfocom, à Blur, c'est franchement, pour être honnête, c'est le rôle le plus important du projet. Donc le CGSup, il est au niveau d'un projet. Moi, je suis pas au niveau d'un projet spécialement, à moins que je sois réel, je suis vraiment au niveau de la boîte. Mais le CGSup, c'est la personne qui va être, en effet, responsable de la qualité du projet et de comment est-ce qu'on achève, donc on achieve cette qualité-là. Donc c'est lui qui va prendre des décisions sur la façon dont on va éclairer les plans. Ils sont en règle générale aussi décideurs, on va dire, du point de vue artistique du look, en collaboration avec le réal. Mais ils sont en gros la personne avec qui le réal est le plus en contact, que ce soit du point de vue tu vois, du look, du rendu, du compo, du DI à la fin, être sûr que tous les départements se parlent et que tout est livré dans leur département à la fin. Voilà. De notre côté, le CGSup, c'est vraiment un très très gros rôle. On essaye sur les gros projets de le morceler un petit peu plus parce que c'est juste énormément de travail. Mais du coup, mon rôle à moi est vraiment à un niveau détaché, si tu veux, où c'est véritablement, ok, quand le CGSup, avec son réal par exemple, on fait le look dev sur une séquence et qu'ils en sont plus ou moins contents, mais qu'on est encore, tu vois, dans cette première, seconde passe et qu'il y a encore le temps de changer, on se pose dans une salle, on regarde,
Et puis on regarde, on fait ah ouais génial, tiens est-ce que tu as essayé ça, peut-être que ça on pourrait pousser un peu plus comme ça. Et c'est véritablement une décision collégiale d'un point de vue créatif, mais c'est plus essayer d'être sûr que voilà, visuellement on est on target et qu'on a quelque chose qui tienne la route, quoi. Impeccable, ok, très clair. Peut-être que tu pourrais nous parler de ton background au niveau des études, parce que c'est vrai qu'on est passé directement sur le côté professionnel. Non, ça c'est Maxime. C'est Maxime. Ça c'est le mec qui est trop bon. C'est très rigolo parce que Maxime, le patron d'Unit, on a commencé ensemble. Enfin, j'ai commencé avec lui plutôt, parce qu'il a probablement commencé avant moi. Mais la première fois qu'on a bossé ensemble, c'était mon tout premier taf à Cube. On faisait tous les deux, on était graphistes pour une pub de Louis Clichy. Donc, ce qui est assez rigolo parce que du coup, maintenant Louis Clichy il est en train de faire son long métrage. Maxime, il a créé Unity Image qui est devenu la référence. Donc, c'est assez rigolo parce que lui, il n'a pas fait d'études, c'est un self-made man. Et puis, t'as vu, c'est amené, quoi. Donc, clairement, c'est pas. Au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, la carte de visite ou le prestige d'une école ne veut plus dire grand-chose. Aujourd'hui, c'est. Et je pense que dans notre domaine, ça a toujours été le cas. C'est ton portfolio, quoi. C'est ce que tu es capable de faire et puis ton attitude. Après, que tu aies été dans une école fancy, pas fancy, que tu aies appris la 3D tout seul, ça a jamais été un frein. Donc, chez Blur Studio, ça vous est déjà arrivé d'embaucher un artiste qui n'avait pas forcément fait pas de grandes études, mais de grandes écoles dans le milieu de la 3D. Alors, là où c'est un peu plus tricky, alors après on rentre dans tous les trucs de l'immigration, mais c'est beaucoup plus compliqué de faire venir quelqu'un de l'étranger qui n'a pas de diplôme que quelqu'un des US qui n'a pas de diplôme. Ça, c'est une chose qui est très différente. Pour pouvoir venir, pour avoir une carte verte, pour avoir un visa H1B, tu es obligé d'avoir un certain nombre d'études. Si tu n'as pas ce certain nombre d'études, tu es obligé d'avoir une équivalence professionnelle et c'est quasiment le double. Donc si on te demande d'avoir un bac plus 5, ce qui est généralement le cas pour un visa H1B ou pour une green card, si tu n'as pas ça, il faut en général un bac plus 5 avec 2 ans d'expérience professionnelle. Et je crois que c'est 2 ans d'expérience professionnelle par année d'études que tu n'as pas. Donc imagine le mec, il faudrait qu'il ait, alors je sais que ça a probablement changé, mais à l'époque c'était, je crois qu'il fallait, si tu n'avais pas d'études, il te faudrait 12 ans d'expérience professionnelle avant de pouvoir venir à la boîte si tu viens de l'étranger. Si tu viens des USA, c'est beaucoup plus facile. On a des gens qui viennent même être stagiaires pendant l'été et qu'on revoit revenir plus tard une fois qu'ils ont fini leur école. Donc oui. Mais c'est vrai que l'avantage d'une école, c'est que les écoles on a des connexions en fait avec les écoles où on a Jérôme Dangean et puis Monica, notre head of HR, qui vont justement en France par exemple, ils reviennent juste d'Annecy, mais qui vont aussi faire le tour des écoles pour voir un petit peu les promotions et on essaie toujours de garder contact justement avec quelques écoles. Si tu vois qu'il y a des talents naissants, des gens qui ont envie de faire du rendu ou de la modélisation, ce genre de choses là, et on essaie un petit peu déjà de repérer les talents un petit peu en avance. Mais c'est quelque chose de compliqué, hein. Faire venir les gens, ça a toujours été un process très très compliqué. Moi-même, ça a été très compliqué, donc oui. Ok. Mais donc, ta question à laquelle je n'ai pas du tout répondu, les études. Mais ça va, c'est pas grave, j'en ai pas fait non plus des milliards. Donc, du coup, le bac, le machin et tout ça, tout le monde s'en fout. J'ai fait 1 an d'études d'informatique, mais ça servait à rien. Mais véritablement, la seule raison pour laquelle j'ai fait 1 an d'études d'informatique, c'est parce que je me suis fait refouler de Superfocom la première fois que j'ai apply. Parce que j'ai des questions sur des choses qui à l'époque ne m'intéressaient pas trop. Mais c'était que des questions qui n'avaient rien à voir avec la 3D, c'était sur l'histoire de l'art, des choses. Voilà. Bon, écoute, c'est normal, hein, c'est la théorie, mais c'était clairement pas le genre de truc dans lequel j'étais à l'époque. Donc, quand ça s'appelait encore Superfocom, je suis sorti donc de Superfocom en 2004. En sortant de l'école, la même année, je suis allé à Los Angeles au SIGGRAPH. Okay. Et c'est au SIGGRAPH, donc en me baladant dans les booths, que j'ai rencontré. En fait, je suis allé voir, donc à l'époque, c'est vieux, je pense pas que les gens connaîtront, mais peut-être un petit peu pour les vieux comme nous. Mais à l'époque, dans 3ds Max, il y avait un plugin qui avait été écrit par des Néo-Zélandais qui s'appelait CAT, qui s'appelait Character Animation Technology, qui était un nouveau système de rigging très simple pour 3ds Max, qui te permettait de faire des pipettes, des quadrupèdes, des millipèdes, tout ce que tu voulais. Donc à l'époque, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais on était étudiants, on n'avait pas de sous, donc on n'avait pas acheté le logiciel. Donc on l'avait piraté, et donc du coup,
au moment où je suis allé au SIGGRAPH, je suis allé voir les mecs et je leur ai fait voilà, on était étudiants, on n'avait pas de sous, on a piraté votre logiciel, mais voilà une copie. Donc à l'époque c'était gravé sur DVD. On avait fait avec mon équipe, on avait gravé je sais pas une vingtaine de DVD avec des covers et tout ça. Et pour que je puisse après essayer de démarcher du taf, même pour nous tous, parce qu'au bout d'un moment on a même fait un trip à Londres pour aller voir toutes les boîtes, tous les 4 pour essayer de chercher du taf. Et donc en fait je leur ai dit voilà, on a pris votre plugin, si vous trouvez que le court-métrage est bien, vous pouvez l'utiliser pour promouvoir votre logiciel. À l'époque, je crois que par rapport aux règles de distribution du court-métrage, qui a le droit de quoi, c'était très très flou. Donc je pense qu'aujourd'hui tu pourrais plus faire ça. Mais donc du coup, ils ont passé le court-métrage en boucle sur leur stand au SIGGRAPH. Ils m'ont demandé en fait de revenir les 2 jours d'après pour faire des démos en fait de leur plugin, vu que personne s'en servait à l'époque. Donc du coup, je faisais des démos pour eux, je suis devenu pote avec eux. Et en fait, un jour, après avoir passé du temps dans le SIGGRAPH et puis être revenu à leur booth, j'avais un paquet de cartes de visite qui m'attendaient, de personnes qui voulaient parler avec moi. Et juste à ce moment-là, alors que je faisais une démonstration, il y a des gens de Blur qui sont passés dans le booth. On a commencé à parler parce qu'ils ont vu le court-métrage. Et en revenant en France, je crois 2 semaines plus tard, je recevais un mail de Tim Miller, donc le patron de la boîte, qui me proposait un travail. Et ça a pris après 2 ans et demi pour que je puisse venir aux US, uniquement à cause de tous les problèmes de visa. Parce que à l'époque c'était Bush, qui au jour d'aujourd'hui paraît quelque chose d'extraordinaire, on voudrait tous avoir Bush. Et donc du coup voilà, le nombre de visas était beaucoup plus bas, ça a pris du temps à avoir le visa. Et entre temps du coup, j'ai travaillé chez Cube Creative, qui je crois était maintenant qui fait partie de Xylam maintenant, je crois que ça n'existe plus en tant qu'entité individuelle. Mais donc bref, au final j'ai appris 2 ans et demi, mais j'ai appris énormément à Cube justement en travaillant dans la publicité justement. Et ça m'a permis du coup quand j'ai eu mon visa de partir à Blur et d'apprécier je pense aussi la différence de façon de travailler. J'avais déjà un petit peu mon expérience d'avoir fait, voilà, comme tout le monde, tu fais des pubs pour du dentifrice, des tampons et puis des Barbies. Mais au final, je trouve que c'est super formateur et puis surtout, ça te permet, quand tu commences à travailler sur des grosses licences, vraiment d'apprécier en fait, de travailler sur des trucs où tu peux raconter une histoire, ce genre de choses-là. Et ça, je pense que c'est un truc que je dirais pour les gens qui ont la chance de commencer directement dans des sociétés qui travaillent sur ce genre de projet, que ce soit chez nous ou chez NIT ou ailleurs, c'est de ne pas oublier la chance qu'on a de travailler sur ce genre de choses-là. Et même moi, c'est de temps en temps quand je suis en train de faire ah là, ils me font chier les clients, tu es obligé de prendre un peu un recul. Tu préférais faire ce que tu faisais avant, et tu es là, tu fais ouais, on a quand même énormément de chance de pouvoir travailler sur ce genre de choses. Donc je pense qu'il ne faut pas l'oublier, surtout quand tu commences avec ça, ça peut être très très dur d'avoir du recul et de se rendre compte que tu fais partie de vraiment de gens privilégiés de pouvoir travailler sur ce genre de licence, dans ces univers et raconter ces histoires. Clairement, c'est vrai. Bon point, bon rappel, je pense. Avec JD, je pense qu'on a une petite question liée, un peu brûlante, liée à l'actualité. On l'avait esquissé sur notre premier touchpoint, donc on va pouvoir, si tu veux bien, peut-être te poser directement la question. Surtout en plus avec ta position au sein de Blur Studio, je pense que tu vas pouvoir avoir une vision un peu globale sur l'évolution du métier, avec ton expérience et puis surtout en ce moment. Et donc, on aimerait avoir ton avis sur ce que ça représente un peu à tes yeux, peut-être sans trop guider la question, l'arrivée de l'IA. Comment tu vois ça ? Alors, je dirais à 2 niveaux. Peut-être au niveau d'un artiste, dans sa pratique quotidienne. Déjà, la première question, est-ce que c'est quelque chose que vous intégrez, que vous envisagez d'intégrer ? Est-ce que vous avez une position là-dessus vis-à-vis de la pratique des artistes ? Et la deuxième, c'est toi à une échelle peut-être un peu plus macro, un peu plus l'industrie. Est-ce que qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui bouge peut-être ? Est-ce que tu as une vision plus globale, plus stratégique ? Peut-être que les deux sont peut-être pas corrélés. Bref, où on va avec l'IA quoi ? Écoute, c'est cool, j'ai pas du tout la réponse, mais parce que si je l'avais, je pense que je pourrais être milliardaire. Non, mais c'est clairement. Sûrement. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Alors, au point de vue de la boîte, la plupart des clients avec qui on travaille ne veulent pas avoir de. Pour l'instant, c'est encore un sujet qui est trop
C'est touchy. qui est trop touchy, si tu veux. Donc, on va pas commencer à aller mettre de l'IA sur une image finale pour un de nos clients. C'est des choses où on se met véritablement d'accord. Je veux dire, au début de chaque projet, on veut savoir où les gens se situent par rapport à ça. Mais c'est quelque chose qui va forcément évoluer. C'est quelque chose qui clairement, je veux dire, on peut pas nier que voilà, ça arrive, ça va changer énormément de choses. Ça change déjà énormément de choses. La façon dont nous on s'en sert pour le moment, c'est surtout pour de la pré-production. Ça te permet de faire des pitch decks pour des projets sans avoir besoin forcément tu vois, de passer un temps fou à aller chercher des références. Tu peux créer des références, tu peux compléter le travail que tu fais par exemple avec un concept artiste pour des choses vraiment très très spécifiques, mais complémenter ça avec des planches de références qui sont générées un petit peu par IA. On sert un petit peu de l'IA pour écrire, ce genre de choses-là, juste pour corriger les fautes d'anglais, ce genre de choses-là. Pour faire du code, ça nous aide aussi pour coder certaines choses. Enfin, en tout cas, moi, je sais que quand ça a commencé à sortir, je m'en servais pour faire des Max scripts et ce genre de choses-là, juste parce que moi-même, je suis pas capable de coder. Donc ça, on va dire, c'est un petit peu le quotidien, et je pense pas qu'il y ait vraiment un usage qui soit très différent d'une personne lambda. Mais maintenant, c'est clair que c'est quelque chose qu'on va essayer d'intégrer de plus en plus, parce que ça peut nous permettre de raconter des histoires plus longues, ça peut permettre de faire plus de décors, de modéliser les personnages plus rapidement. Voilà, il y a énormément de choses que je pense que ça va ouvrir. Maintenant, c'est à quelle vitesse est-ce que tu l'adoptes, est-ce que tu fais partie des gens qui l'adoptent dès le départ, mais la technologie n'est pas encore prête, donc du coup ce que tu te retrouves, c'est quelque chose, oui, tu peux aller très très rapidement on va dire à 70%. Il peut arriver des choses qui sont même quasiment indistinguables de la réalité, mais là, pour l'instant j'ai l'impression, en tout cas des essais que j'ai faits, c'est très difficile de contrôler ce que tu veux avoir, et c'est énormément d'essais. Donc c'est-à-dire tu génères ton image, tu fais mon image est géniale, il faut faire un prompt pour lui expliquer que le mec il est supposé avancer, que je veux que la caméra le traque, et puis tu te retrouves comme à parler à un gamin de 2 ans qui comprend pas ce que tu veux, ou un mec bourré qui comprend pas ce que tu veux, et d'un seul coup la caméra part à droite, un coup elle part à gauche, ah tiens là elle va au milieu, génial, mais d'un seul coup le mec il y a une troisième jambe qui lui grossit. Enfin c'est pas du tout, en tout cas après avoir travaillé avec pas mal de ces logiciels, pour moi c'est un peu aux antipodes de ce qu'est être un artiste. C'est-à-dire qu'en gros là tu génères et t'arrêtes pas quand t'as ce que tu veux, mais t'arrêtes quand t'as un truc qui est c'est assez bien pour le temps que j'ai passé dessus. Et aussi parce que c'est tellement pas artistique comme démarche pour générer ce genre d'image, que au bout d'un moment ça devient chiant, quoi. Donc tu fais ok, c'est pas grave, je vais me démerder avec ça, et donc du coup tu génères, enfin tu le vois, il y a des vidéos qui sont postées constamment sur LinkedIn, il y a des choses qui visuellement sont très jolies, mais par contre, tu comprends rien à l'histoire, les personnages n'ont aucune émotion. Ouais, c'est ça. Ça raconte pas. Tu vois que ça raconte pas grand chose, parce que ils ont généré 5000 clips, ils en ont gardé 100 pour essayer de vendre un truc, mais du coup tout se ressemble parce que tout le monde a les mêmes limitations. Mais donc du coup tu pars pas avec ok, j'ai l'idée de faire ça exactement comme ça, exactement comme ça, exactement comme ça. Je trouve que pour l'instant il y a encore beaucoup trop de limitations de ce point de vue-là. Maintenant, avec ceci dit, tu vois que clairement ça avance. Enfin, je veux dire, en ce moment c'est difficile de se dire ok, on investit dans ce logiciel ou dans ce modèle. Toutes les semaines, un nouveau modèle sort qui est 3 fois mieux que celui d'avant, avec des nouvelles fonctionnalités pour que tu puisses générer des vidéos plus longues, à une plus haute résolution, pour que tu puisses mettre plus de références. Donc, est-ce que ça va arriver ? Oui, très clairement. Quand est-ce que ça va arriver ? Je ne sais pas, probablement plus rapide que ce qu'on ne le pense, parce que ces choses-là, c'est vraiment, on voit que l'évolution a été vraiment exponentielle. Je ne sais pas à quel point ça va venir demain. Tu vas taper à notre porte pour remplacer les artistes. En tout cas, du point de vue de tout ce qui est générer une cinématique complète qui raconte une histoire avec des personnages qui sont attachants, je pense qu'on a encore un petit peu de temps, mais comme je dis, les choses évoluent très très vite, donc tu pourrais très bien te voir arriver à faire quelque chose de vraiment potable du point de vue de l'histoire, de la narration, de l'animation,
peut-être dans 2 ans, peut-être un peu moins même. Ouais. C'est possible que ça aille beaucoup plus vite. Mais bon, c'est pareil, je Ouais. suis pas je suis pas un mec qui crée l'IA pour te dire oui, ça va y être. Ça va y être. Maintenant, il y a clairement des secteurs qui vont être plus influencés que d'autres. Tu le vois, hein, si tu écoutes le mec en charge de Nvidia, ça sert à rien d'apprendre le code, ça va partir. Pareil, je pense qu'il y a probablement une partie qui doit être vraie, mais toute la partie qui est démarche de comment tu crées un outil qu'un artiste puisse utiliser, je pense que pour l'instant, il y a toujours cette partie humaine que l'IA ne peut pas faire, mais tu pourrais aussi prendre le parti pris que mais peut-être que ces outils-là, tu n'en auras plus besoin parce que justement, tu seras en train d'utiliser une IA pour générer des choses. Mais les choses où je vois déjà des changements, c'est par exemple voilà, la motion capture. Maintenant, on peut faire de la mocap sans marqueur, juste avec des caméras, même avec une seule caméra. Alors certes, oui, la qualité est un peu dégradée quand tu n'utilises que une caméra. La qualité est vraiment pas si mal que ça quand tu peux utiliser 6 ou 10 caméras que tu peux acheter over the counter. Donc maintenant, on commence à arriver quand même à un endroit, par exemple, motion capture, on n'est plus obligé d'aller dans des studios qui te louent leur salle. Ça coûtait extrêmement cher. Là maintenant, tu peux faire ça dans ton jardin avec des GoPro ou bien avec des iPhones. Et là, il y a des solutions qu'on est en train de regarder. C'est très très facile d'utilisation. Il n'y a plus besoin d'avoir le range of motion, de passer du temps à setuper les acteurs, de les marquer, les machins, les trucs. Enfin, c'est littéralement, tu rentres sur le volume, ça y est, ça fonctionne. Tu veux récupérer, même pas besoin de récupérer la data, ça stream en live directement à l'intérieur d'Unreal. Donc là, alors que c'est vraiment juste une toute petite part de ce que l'IA nous permet de faire, mais grâce à ça, il va déjà y avoir, nous je sais qu'on va faire de moins en moins de motion capture dans des grands studios. On va véritablement essayer de limiter ça pour les choses qu'on ne peut pas faire justement avec les choses en IA où on n'arrive pas à avoir la qualité qui soit assez bonne. Et donc oui, on le voit je le vois très bien au niveau de la mocap par exemple, c'est vraiment un petit détail, mais après tu commences à voir des solutions qui te permettent de convertir une image directement dans un modèle 3D. Pareil, ça ne va jamais remplacer un modeler pour avoir justement la qualité dont tu as besoin pour l'instant. Mais c'est pareil, pour l'instant, je pense qu'on essaie de voir un peu comment est-ce que ça peut nous aider. Pour en finir sur l'IA, le seul truc que j'allais dire, c'était, pour l'instant, la façon de voir les choses, c'est comment est-ce que ça va m'aider pour faire les tâches que je suis toujours supposé faire. Pour faire du modeling, pour faire de l'animation, pour faire tout ça. Il y a plein d'outils qui sont très intéressants, de générer de l'animation par rapport à un truc artificiel, que tu peux te servir pour du background, pour faire du layout. Ça ne remplace pas ton animateur pour faire la qualité finale. Mais c'est très narrow-minded, parce qu'en fait, quand tu regardes un modèle comme Google VO3, tu n'as besoin de aucun de ce knowledge-là. Tu as juste besoin de dire, je veux quelqu'un qui court et qui tourne vers la droite. J'ai besoin de quelqu'un qui... Voilà. Et je pense que si on veut un jour pouvoir utiliser ces modèles-là pour créer des histoires auxquelles tu crois, ça va être à quel point est-ce que tu es capable de diriger ton acteur virtuel, de diriger ta caméra virtuelle, de créer ton environnement, d'avoir quelque chose de consistant, pour pouvoir justement avoir quelque chose qui se rapproche d'un court-métrage ou d'un long-métrage que tu verrais sur Netflix. Je pense qu'à long terme, peut-être qu'un jour ça ira, mais je pense qu'on a encore du temps pour ce genre de choses. En revanche, tout ce qui va être des tâches comme les VFX, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont, du coup, tu n'auras plus besoin d'avoir une armée pour faire de la roto, tu vas pouvoir tout faire automatiquement avec de l'IA, qui sont, oui, c'est du travail qui était fait au départ manuellement, qui maintenant va être automatisé. Je pense que quand tu voudras rajouter un peu d'artifice en arrière-plan dans ton plan, où tu veux mettre enlevez-moi les arbres ici et mettez-moi une montagne, oui, je pense que ça, c'est le genre de choses que tu vas pouvoir faire avec une personne et plus besoin d'avoir une armée de compositeurs, de matte painters, ce genre de choses-là. Donc, je pense que de la même manière que la 3D est venue en fait vraiment chambouler tout le monde de la 2D à ce moment-là, il va y avoir des postes qui vont peut-être être amenés à disparaître. Mais des nouveaux qui vont certainement être créés aussi. En fait, tu vas devenir beaucoup plus généraliste parce que tu vas pas avoir le choix et puis les outils vont juste évoluer. Je pense que les outils vont devenir probablement pour certains aspects plus simples d'utilisation, différents d'utilisation parce que très clairement on le voit avec les prompts, c'est pas du tout la même manière d'interagir. Mais au final, pour l'instant, ça crée rien, ça remélange, si tu veux, les choses que ça a pris. D'une certaine manière, nous, en être humain, on a un peu la même chose. On est influencé par toutes les œuvres d'art qu'on voit et on met A plus B pour essayer de créer C. Donc, je pense qu'un jour, ça pourra probablement arriver, mais je pense que ça va prendre du temps. Je pense qu'on s'embarque pour quelques années
de trucs un peu amorphes. Mais on le voit d'ailleurs déjà maintenant, hein, tu vas sur TikTok, Instagram, LinkedIn, le nombre de vidéos, de trucs faits par IA, machin. Alors de temps en temps, il y a une ou deux choses qui sortent du lot et où tu fais ah ok, là il commence vraiment à y avoir quelque chose d'intéressant d'un point de vue technique, ou la façon dont la personne a créé un workflow complet pour pouvoir faire des VFX dans son plan juste en rentrant 2-3 lignes pour mettre une foule en arrière-plan. Ça c'est vraiment des sortes d'applications concrètes qui sont intéressantes. Maintenant quand tu vois tous ces gens qui disent oui je suis réal parce que j'ai généré 3 prompts et que j'ai mis machin, je suis sûr qu'il y a des réals qui vont faire des choses extraordinaires avec cette technologie, et ça j'en ai aucun doute. Mais c'est vrai que, en tout cas, maintenant c'est peut-être pour ça, maintenant je me considère comme vieux, mais je trouve que la démarche artistique que l'on a jusqu'à maintenant et que l'on avait, est-ce que ça va se perdre au profit justement de quelque chose de plus génératif? Peut-être, et puis peut-être que ce sera à nous de nous adapter, mais clairement c'est pas quelque chose qui va disparaître, c'est au contraire, je pense que c'est quelque chose qui va se démocratiser, et du coup à sortir du lot va devenir d'autant plus difficile, parce que à travers tout ce gloubi-boulga de cet amalgame en fait un petit peu de tous les styles, tous les genres, tout ça, je pense que ça faudra être encore plus original. Ouais. Écoute, merci beaucoup pour ton avis là-dessus. Effectivement, on espère aussi, je pense, qu'on ait un peu de marge avant que tout soit chamboulé et tout disparaisse. Je sais pas si je pense pas que tout disparaîtra, mais ça va clairement, oui, ça va changer. Et puis, le but, c'est de ne pas attendre que tout ait changé pour changer nous-mêmes. Oui. Donc c'est rester, tu vois, toujours garder le pouls un petit peu sur la situation. Ou la main sur la situation, ça c'est un truc en anglais, pour voir un petit peu comment les choses évoluent, et puis réussir justement à jumper le pas quand ça y arrive, quoi. Carrément. Très cool. Écoute, nickel, merci beaucoup pour tout. Merci Franck. Avec plaisir. Et désolé pour la connexion internet. Il n'y a pas de problème, t'inquiète, tout ça ira très bien. Et écoute, au plaisir de te retrouver pour un prochain épisode, peut-être dans quelques mois ou quelques années, avec les évolutions et voir et avec une meilleure connexion internet, avec grand plaisir, carrément. Ça marche. Bon, merci en tout cas, Franck. À très bientôt. Beaucoup, Franck.